mon nom, c'est Dr. Farah Ben-Mohamed. Je suis médecin de famille. Je pratique ici à Montréal, en clinique et à l'hôpital. Et ça me fait plaisir de parler aujourd'hui un peu de santé mentale avec vous. Avant vraiment d'aller dans l'impact en tant que tel, je voudrais rappeler tout le monde qu'ici au Canada, hier, le 11 mars, c'était une journée de commémoration à la mémoire des victimes de cette grande pandémie mondiale. Et quand on parle de victimes, on parle des personnes qui ont perdu leur vie, effectivement, mais on a aussi encore des victimes qui sont toujours en vie. Alors, on a des victimes de par la détérioration de leur état de santé de base. On a aussi des victimes de par la détérioration de leur santé mentale. Et c'est pour cela que je pense que c'est très important de se rappeler de ces personnes-là. Cette pandémie, elle affecte la santé dans différentes mesures. Et pour nous, la santé comme médecin, on voit ça comme trois sphères dans notre santé. Il y a la sphère biologique, purement médicale du corps humain. Il y a la sphère psychologique dans la santé, puis il y a la sphère aussi sociale qui affecte aussi notre santé et bien-être. Donc, par exemple, au niveau biologique, on a vu dans les médias, on a vu beaucoup dans les informations qu'on reçoit que ce nouveau pathogène pour lequel on n'a aucune immunisation, une fois qu'il est en contact avec notre système immunitaire, donc il y a quand même une grosse réaction immunitaire qui se fait pour nous défendre. Selon notre état de santé de base, cette défense se présente à différentes façons. Par exemple, une personne qui est déjà très âgée, une personne qui a des mauvaises habitudes de vie ou qui fume, par exemple, une personne qui a déjà un système immunitaire de base qui est très affaibli, peut être très, très, très malade, peut être même hospitalisée et des fois, elle pourrait décéder. Ce virus-là atteint nos poumons, notre cœur, des fois le cerveau, la coagulation. Donc, il atteint vraiment beaucoup de sphères dans notre corps. Nos plus jeunes, nos adolescents et nos enfants sont quand même épargnés de par la différence, bien sûr, dans la structure du corps humain et du système immunitaire. Donc, ils ont des réactions moins sévères. Ils peuvent être des porteurs, même qu'on dit asymptomatiques, sans aucune maladie ou quoi que ce soit. Mais on a quand même le 1 cas sur 1 million, par exemple, qui va quand même souffrir de maladies graves suite à cette infection-là. Au niveau psychologique, je dirais, donc l'impact de la COVID au niveau de la santé mentale se sent de plus en plus, surtout maintenant, 1 an plus tard. On a beaucoup de sondages qui sont faits par l'INES, l'INSPQ, plusieurs centres de recherche ici à Montréal et dans le monde aussi, qui ont démontré le niveau d'anxiété, par exemple, dans la population qui a beaucoup augmenté, le niveau de dépression majeure, de détresse psychologique majeure a beaucoup augmenté et ça touche toutes les tranches de la société de part égale. Ça touche les femmes, les enfants, ça touche les personnes seules, célibataires, ça touche les familles, ça touche les personnes âgées, ça touche même nos enfants et nos adolescents qui, en temps normal, étaient toujours épargnés. Donc, ce niveau de détresse psychologique, c'est quoi les effets à long terme, surtout sur nos enfants et nos adolescents? On ne sait pas encore. On va vraiment le savoir là, avec les recherches à l'avenir. Donc, c'est encore, les recherches sont toujours en cours. Beaucoup de gens ont tendance à avoir plus de comportements à risque aussi pour pallier cette détresse psychologique. Donc, par exemple, le taux de tabagisme qui augmente, le taux de consommation d'alcool qui est utilisé comme traitement pour se calmer, en tout cas dans la société occidentale ici, a augmenté aussi. Chez nos adolescents, par exemple, une étude qui vient de paraître il n'y a même pas 2 jours qui a montré que le taux de vapotage a augmenté aussi chez nos adolescents. C'est un moyen pour eux maintenant d'apaiser cette anxiété-là et ce sentiment de solitude. Donc, ça a augmenté. On est encore en train de voir les augmentations au niveau des idées suicidaires et des tentatives de suicide aussi. On ne sait pas si le nombre de suicides, par contre, a augmenté. Ça s'en vient bientôt au niveau des études, bien sûr. Mais ces idées-là, les personnes sont en détresse psychologique tellement extrême qu'ils vont même penser à mettre fin à leur vie et même penser à un plan
Et une fois qu'on pense à un plan, c'est là que les choses aussi deviennent plus sérieuses et plus dangereuses. Au niveau, je dirais aussi, au niveau psychologique, on a remarqué une augmentation des comportements obsessifs, des idées obsessives et des comportements répétitifs, là. Donc un trouble obsessif compulsif qu'on appelle. Donc les idées qui reviennent souvent, l'idée, la peur de tomber malade, la peur de ce virus-là et des enfants à cause des mesures d'hygiène qui sont très sévères, qui sont pratiquées à la maison et à l'école, vont peut-être se laver les mains, par exemple, plusieurs fois, vont avoir des rituels avant de dormir, s'assurer qu'il n'y a pas de virus sur leur lit. Quand ils touchent un ordinateur, ils vont essayer de tout désinfecter, ils vont désinfecter leur livre. Cette peur intense, ces idées qui reviennent, puis avec les rituels après, les gestes qu'ils vont faire. Donc, ça, c'est un nouveau trouble chez cet enfant-là qui était normalement en très bonne santé. Donc, ça peut causer ça, cette pandémie-là. Au niveau social, donc c'est là qui est un peu plus complexe. On a vécu une réorganisation majeure des politiques du gouvernement, des politiques de la santé publique qui changent fréquemment, un bombardement d'informations, que ce soit de la part du gouvernement, des médias sociaux et tout ça. Ça surcharge, je dirais, le cerveau de plusieurs personnes. Donc, ça a eu un impact, je dirais, sur la santé physique et psychologique des gens, d'être bombardés par ces informations, de devoir s'adapter aussi continuellement des mesures, que ce soit des mesures de distanciation, un couvre-feu maintenant, quand est-ce qu'on va l'enlever, un couvre-feu qui est dans une région à 8 heures, dans une autre région, c'est à 9h30, et ça change, chaque semaine, chaque mois, ça change. Donc, le fait que la personne est toujours, elle doit être à jour, elle doit aller consulter Internet, elle doit aller écouter les nouvelles consignes du gouvernement pour s'assurer de respecter ça. Donc, c'est vraiment un changement pour lequel la population fait beaucoup d'efforts là, pour s'adapter. Aussi au niveau psychosocial, donc comment, par exemple, le télétravail et ses défis ont beaucoup affecté nos familles, nos parents, qui sont obligés de rester maintenant à la maison, d'être connectés à un écran en tout temps, qui n'ont pas cette liberté de se déplacer, de se déconnecter de leur travail. Donc ça les affecte aussi. Sans parler des inégalités sociales qui ont augmenté, des quartiers pauvres qui étaient fortement atteints par ce virus-là, donc un niveau de contamination plus élevé, niveau de pauvreté aussi parce que les gens ont perdu leur emploi, des familles entières qui ont plus de difficultés à avoir accès à des ressources financières de base. Et aussi, l'isolement, c'est pas le fun pour tout le monde. Il y a certaines familles qui sont dans des petits foyers, par exemple, qui n'ont pas le luxe que d'autres familles ont et qui vont apprécier plus cet isolement-là. Donc, je dirais, ça a vraiment affecté grandement ces trois grandes sphères de notre santé. C'est un défi, je vous dirais. C'est un défi pour les parents, c'est un défi pour tous les intervenants aussi. Mais c'est sûr que le plus qu'on pratique ça, le plus on se sent plus à l'aise. Je dirais d'abord, si je veux, il faut comprendre c'est quoi l'impact de ces problèmes-là de santé mentale sur les relations parents-enfants déjà, de près ce qu'on remarque. Cet impact-là, il peut être négatif. Il peut y avoir des tensions importantes déjà à la base des deux côtés, entre les parents et en général, c'est les adolescents aussi qui souffrent. Ils sont déjà en pleine crise d'adolescence, de questionnement. Donc là, les tensions augmentent, qui fait que c'est encore plus difficile par la suite d'aborder ces sujets-là. Dans les pires des cas, des fois, il y a une déconnexion totale là, entre l'adolescent qui ne se sent plus compris par ses parents, donc il ne va plus partager quoi que ce soit. Donc, c'est très important de tout faire pour éviter dans cet état-là. La transmission même de nous comme parents, transmettre nos mauvaises habitudes de vie, que ce soit au niveau, comme je disais tout à l'heure, de la consommation d'alcool, quand notre adolescent, il est là, c'est un futur jeune adulte, il a une certaine maturité, puis il va voir que le parent gère sa propre angoisse, sa dépression, whatever, avec des mauvaises habitudes, en se laissant aller, en consommant de l'alcool, en mangeant peut-être les grignotages, manger beaucoup de chocolat. On a tous fait ça là, la nuit, une fois que les enfants dorment, par exemple. Mais juste que notre enfant ou notre adolescent soit témoin
de nos propres mauvaises habitudes de vie, ça a une grande influence et ça affecte aussi la relation qui doit être une relation de confiance. Donc, l'enfant, s'il perd ces repères-là, ce lien de confiance avec son parent déjà, ce sera très difficile que le parent aborde un sujet aussi important et difficile à aborder. Une fois qu'on peut créer un lien de confiance et qu'on gagne la confiance de notre enfant, je dirais la communication, communication, communication. Ça, c'est une compétence, je dirais, primordiale pour tout individu et encore plus les parents. C'est un apprentissage, je dirais, continuel aussi, parce qu'on doit s'adapter au niveau de développement de notre enfant. Communiquer avec un enfant qui va à la garderie, qui a juste 4 ans, c'est pas la même chose que communiquer avec un enfant qui a déjà 10 ans, et encore pire, l'adolescent qui a 15 ans, puis qui est en phase, moi je sais tout, je suis en défi, je suis contre mon parent. Donc, c'est des compétences qu'on développe tranquillement, pas vite. Si on pense qu'on a besoin d'aide, pour avoir cette compétence de communication, ben, il faut qu'on la demande aussi. Traditionnellement, on consultait peut-être nos familles, nos parents, nos grands-parents dans un temps où on avait contact avec eux et tout ça. Maintenant, avec l'isolement et plusieurs familles immigrantes qui n'ont aucun contact social, ici, ben, c'est un peu difficile. Je ne peux pas demander conseil à mon père ou ma mère qui habite à 5000 km, qui est dans un autre continent, dans une autre réalité sociale. Ce sera un petit peu difficile de nous donner le bon conseil parce qu'ils n'ont pas tous les paramètres de vie qu'on a ici. Donc, communication, communication. Avant d'aborder n'importe quel sujet avec un enfant ou adolescent, il faut trouver le bon milieu calme, le milieu confortable, le milieu où cet enfant-là se sent le plus en sécurité, se sent le plus en empowerment, là où il peut se confier à nous. Donc, par exemple, pour un enfant qui aime beaucoup les activités en plein air, par exemple, on sort dans le parc, on joue, puis c'est après cette période de jeu, on s'assoit, c'est un moment propice là pour vraiment l'inviter à parler de ses émotions. Ça peut être avant de dormir, là, le soir, après la lecture d'une histoire, ben, là, l'enfant est vraiment dans sa période la plus calme de la journée. Donc, il y a une certaine ouverture pour lui, une facilité à comprendre. Bien sûr, on ne prendra pas l'enfant quand il est complètement épuisé. Donc, juste pour donner des exemples sur l'environnement propice. C'est important aussi de laisser l'enfant, de lui poser des questions ouvertes. Par exemple, comment ça a été ta journée? Donc, au lieu de poser une question fermée vraiment et d'avoir comme parents nous-mêmes le contrôle de la conversation. Donc, cette ouverture-là permet à l'enfant de guider le sujet de conversation. Peut-être qu'il va commencer par oui, c'était génial, mais quand j'ai fini, je ne sais pas moi, la période de récréation, il y a un enfant qui m'a fait ça ou ça. Donc là, ça, c'était un sujet important pour l'enfant, puis il a eu l'ouverture du parent, lui a donné le choix de parler de ce sujet-là. Donc, c'est des questions ouvertes, ça c'est bon aussi. Ne jamais interrompre notre enfant ou surtout notre adolescent. Des fois, quand on commence à entendre l'adolescent parler de certains sujets plus touchés auxquels on ne s'attendait pas, en général, chez les communautés, je dirais plutôt religieuses, de la religion musulmane, ça peut être des sujets sur la sexualité, des sujets sur la religion, des sujets sur notre propre identité. Donc, ça peut être, on peut avoir un certain malaise parce qu'on ne partage pas nécessairement ces valeurs. Mais cet enfant-là ou adolescent, il ne faut pas oublier qu'il habite dans une société qui est un peu différente de celle de ses parents et de ses grands-parents. Donc, des fois, juste lui laisser le sujet, d'aborder son sujet sans qu'on lui partage le malaise peut-être qu'on ressent, ces sentiments négatifs qu'on a comme adultes. C'est à nous d'apprendre à nous les contrôler et ne pas les partager et les mettre sur cet enfant-là. Il n'y a pas la responsabilité de nos sentiments. Donc ça, c'est vraiment respecter les émotions de nos enfants. Bien verbaliser aussi le problème, donc utiliser, comme on avait dit, un langage très, très simple et très, très direct et clair avec notre enfant. Et aussi de l'autre côté, je dirais, parler des fois de nos propres difficultés à notre enfant. Si je suis une mère de famille, je travaille en plus, je suis en épuisement total, c'est important que j'apprenne à verbaliser et à parler de ça à mon adolescent, par exemple, ou à mon enfant.
parce que les enfants remarquent nos propres changements de comportement et notre propre détresse. Et des fois, ils peuvent même se sentir coupables de ça. Donc, c'est très important de rassurer l'enfant, dire que ces difficultés nous appartiennent à nous, ça n'a rien à voir avec cet enfant, puis ça touchera jamais notre amour à notre enfant, ni nos devoirs comme parents. Il y a un très bon documentaire sur ça pour les parents intéressés. C'est plus en anglais, mais il y a toujours un sous-titrage en français. Ça s'appelle I Am Still Your Child, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui peut vous montrer un petit peu comment parler de vos propres difficultés et les partager avec vos enfants. Alors, l'importance de demander de l'aide, c'est primordial. On habite dans une société qui a un système déjà en place avec des experts. Les experts sont à différents niveaux, dans différents endroits, mais personne ne va venir nous forcer à utiliser ces services-là. C'est un peu de notre responsabilité personnelle si on veut les utiliser ou pas. Pour dire que s'il vous plaît, si vous entendez cette capsule aujourd'hui, c'est que vous êtes en réflexion, c'est que peut-être vous êtes vous-même en difficulté, peut-être vous avez pensé au suicide, même si vous êtes d'origine algérienne, vous êtes un être humain qui est en détresse psychologique, cette détresse-là peut même vous pousser à penser à la mort. Ça n'a rien à voir avec votre culture, vos convictions personnelles, votre niveau de religion ou quoi que ce soit. C'est humain. Donc, le fait de réaliser déjà notre vulnérabilité comme être humain, ça, c'est la première étape. Le fait d'aller accepter de demander de l'aide, ça, c'est une grosse barrière que personne ne pourra vous aider à dépasser. Tant que vous n'avez pas dépassé cette barrière-là, vous n'allez pas voir qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de cette barrière. Et à l'autre bout, il y a des gens, il y a des intervenants, il y a des professionnels, il y a des êtres humains que leur travail, leur passion est de vous aider. Et chacun a sa façon de vous aider. On a des travailleurs sociaux, on a des infirmières, on a des médecins, on a des médecins de famille, des psychologues. Juste le médecin dans la clinique de son rendez-vous que vous allez voir 2 secondes, si vous commencez à parler de votre détresse, il ne va pas vous lâcher. Il n'y a personne qui va vous lâcher. Tout le monde a hâte, tout le monde attend que vous venez pour demander cette aide-là. Pourquoi on a cette barrière? C'est beaucoup plus des conceptions personnelles en général. Des fois, c'est une peur aussi. Des fois, c'est l'inconnu. On ne sait pas qui va nous aider, comment et tout ça. Des fois, on a peur d'être jugé. Des fois, on a peur d'être redevable à l'autre personne. Bon, moi, je ne vais pas demander à ma voisine juste une petite conversation parce que peut-être elle va devoir demander autre chose par la suite. C'est pas du donnant-donnant, là, les relations humaines. Donc, il ne faut pas avoir ça. La peur aussi de perdre contrôle. Si je partage, moi, mon intimité, les choses qui me font souffrir, peut-être que cette personne-là aura un certain contrôle. Donc, un psychologue, par exemple, n'est pas là pour contrôler nos idées, pour nous dire comment on doit penser. Non, c'est un psychologue, surtout dans la psychothérapie, on a plusieurs formes, est là pour nous aider à faire un acheminement personnel, d'aller loin dans notre vie, de se rappeler de l'essentiel, de nos propres valeurs. Un psychologue d'une autre culture ou d'une autre religion ne va pas changer notre personnalité, ne va pas changer nos valeurs. Alors, par exemple, pour ceux des fois qui insistent pour avoir un intervenant de la même origine ou de la culture, vraiment, tous les intervenants ici, comme de base, ont une ouverture d'esprit. Ils gèrent déjà, ils font affaire avec des gens de toutes les communautés de la planète. Donc, il y a cette ouverture de l'autre intervenant. C'est important aussi de savoir que pour la personne qui aide, et c'est pour cela que tu sais, j'aime bien m'appliquer avec votre organisme et je remercie tous les bénévoles vraiment qui travaillent avec vous parce que ces gens-là le font par pure passion, sans être rémunérés des fois, aucun avantage quelconque. Ils le font parce que ça leur rapporte. La personne qui aide, dans le fond, elle sent un sentiment de valorisation important. J'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui, ça me fait plaisir. Donc, pour la personne en tant que telle, pour sa santé mentale, c'est un atout. Alors, j'encourage toutes les personnes à s'impliquer dans le bénévolat, à aider les autres qui sont souffrants. Donc, ça, c'est très important, mais il faut aussi garder un équilibre entre l'aidant et l'aider. Si moi, comme parent, je vois que mon adolescent, mon enfant
à une grosse détresse, puis je dois aller consulter des psychologues, des médecins par-ci, par-là. Il ne faut pas que moi aussi, comme parent, que ça prenne toute mon énergie. Il faut que pour le proche aidant, il faut s'occuper de soi-même pour pouvoir aider les autres personnes et aider nos proches. C'est comme dans un avion, par exemple, on va toujours dire aux parents de mettre son gilet de sauvetage avant de mettre celui de son enfant. On ne met pas celui de son enfant avant nous-mêmes. Donc, c'est très important que vous, les parents, les frères et sœurs, les oncles, tantes ou les proches, les conjoints aussi, que vous preniez grand soin de vous-même. Pour finir aussi, clôturer le sujet, j'avais quelques pistes des outils, quelques pistes de réflexion. Moi, j'aime beaucoup utiliser un système, ça s'appelle le CARD System. Donc, CARD, C-A-R-D. C'est le Sick Kids Hospital. C'est un hôpital d'Ottawa qui fait une des suggestions. Donc, le C, c'est pour confort. Le A, c'est pour ask, donc poser des questions. Le R, c'est pour relaxer. Et le D, c'est distract ou distraire. Donc, si j'essaie de mettre ça en pratique à la maison avec mes enfants ou mon adolescent, donc le C pour confort, c'est, comme on avait dit tout à l'heure, être confortable avec ses propres sentiments, apprendre à notre enfant ou adolescent que se sentir anxieux, d'être stressé, c'est un sentiment normal. Il faut que j'accepte cette émotion-là, que mon enfant qu'on renforce, on va faire un renforcement positif aussi de ses pensées et de ses sentiments. De se dire aussi que on valide aussi les sentiments de notre enfant toujours dans un milieu confortable, de choisir, comme on avait dit, l'environnement où l'enfant se sent le plus en sécurité. Aussi, comme on avait dit, partager nos propres difficultés tout en soi-même étant confortable avec ce partage-là et dire à nos enfants aussi qu'est-ce qu'on est en train de faire pour nous aider nous-mêmes, c'est un exemple pour notre enfant, et aussi dire à notre enfant qui est en difficulté qu'est-ce qu'on est en train de faire pour l'aider. Par exemple, je vais prendre un rendez-vous avec ton médecin, des choses comme ça, pour que ça ne soit pas une surprise, pour que l'enfant sache aussi que le parent fait des démarches, ou l'adolescent surtout. Ask questions, donc comme on avait dit tout à l'heure, poser des questions ouvertes, répondre à toutes les questions de l'enfant avec une grande ouverture. Demander ce que les enfants, comment ça se passe dans l'école, c'est quoi les choses que notre enfant fait. Donc, avoir cette routine quotidienne de poser des questions ouvertes à notre enfant. Pour le R, donc relax, donc faire les activités que notre enfant aime. Donc, entre autres, l'activité physique. On peut faire toute une conférence sur ça, sur les bénéfices de l'activité physique pour le développement physique et mental de l'enfant. Et puis, avec cette pandémie, malheureusement, on a privé nos enfants de ces activités-là. Là, il fait plus beau maintenant à Montréal. C'est le printemps, l'été qui arrive. Préparez vos activités physiques, préparez vos camps de jour, préparez les activités en plein air que vous allez faire avec votre enfant ou adolescent. Est-ce que c'est la saison où je vais apprendre à mon enfant à faire du vélo, à jouer du soccer, whatever? Profitez et planifiez ça à l'avance. Ça va vraiment les faire sortir un peu du mood de la pandémie en ce moment. Et distract, donc distraire notre enfant, encore une fois, par exemple par la lecture des livres, et on a une panoplie de bibliothèques ici. On a aussi des bibliothèques virtuelles. Il y a plein de livres maintenant pour expliquer un petit peu la COVID-19 aux enfants, pour parler, par exemple, de situations d'anxiété aussi aux enfants, avec des termes, un vocabulaire simple et tout ça. Le coloriage, le dessin pour les enfants plus jeunes, c'est une façon d'exprimer aussi leurs émotions. Travailler sur des puzzles, travailler sur des Legos, tout ça, ça demande une concentration plus importante de l'enfant pour qu'il va distraire sa concentration vers l'essentiel, vers ce qu'il va développer son cerveau, plutôt que juste se concentrer sur la COVID-19 et tout ce que ça vient avec. Donc, ça, je vous invite, vous pouvez trouver ce card system, comme j'ai dit, sur le site du Sick Kids Ontario. Et pour finir, j'espère que je ne dépasse pas trop le temps, mais quelques ressources, donc très important, il faut que je mentionne, Suicide Action Montréal, ouvert 24 heures sur 24.
vous êtes en détresse, vous pensez à la mort, à 1 heure du matin, personne ne peut vous parler, vous pouvez appeler cette ligne téléphonique 1-866 appel avec 2P, 2L. Ils ont même, pour ceux qui sont intéressés, une formation de 3 jours avec Suicide Action Montréal, c'est intervenir auprès des personnes suicidaires à l'aide des bonnes pratiques. Donc, j'invite les parents, surtout qui ont des enfants, des adolescents avec des diagnostics de maladies mentales, qui sont médicamentés et tout. Ça pourrait être très intéressant. Les intervenants des autres groupes communautaires, je pense que ça pourrait aussi être très intéressant. Votre centre de crise local, si vous êtes à Montréal ou au Québec, vous avez la ligne info sociale du 811, téléphone 811. Vous demandez info sociale, ils vont vous référer directement au centre de crise qui pourrait être votre premier lien de contact, le centre de crise dans votre voisinage. Pour les familles qui souffrent en ce moment de violence conjugale, donc hier, notre premier ministre en a parlé là, longuement aussi à la télévision, violence conjugale qui a augmenté beaucoup dans nos foyers. Donc, SOS violence conjugale 1-800-363-9010. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure des bibliothèques virtuelles. Donc, vous avez aussi de l'hôpital Sainte-Justine ici à Montréal et le site du SickKids de l'hôpital des enfants à Toronto, qui a aussi une version francophone. Donc, ils ont une panoplie de suggestions de lecture et de livres. Ils ont même des vidéos. J'aime beaucoup leurs vidéos pour comment aider son enfant, son adolescent pour mieux dormir, sur la qualité du sommeil. Ils ont des vidéos sur la méditation, sur le mindfulness aussi, qui est la pleine conscience. Donc, je vous invite à aller les consulter. D'autres ressources, je dirais, plus particulières pour les communautés musulmanes, vous avez le Muslim Medical Association of Canada. Donc, ici au Canada, vous avez une association de médecins d'origine musulmane. J'en fais partie, puis ils sont partout au Canada. Ils ont un super beau site Internet avec des ressources pour la santé mentale, mais aussi en ce moment pour la COVID-19, pour expliquer les effets et pour aussi expliquer comment les nouveaux vaccins qui sont homologués maintenant au Canada fonctionnent, pour vous expliquer aussi les effets secondaires. Et il y a une conférence qui s'en vient bientôt ici à Montréal qui sera en ligne et en français pour les intéressés. Vous pouvez trouver ça sur leur site Internet, donc muslimmeds.ca. Voilà.